Ils sont pas contents. Ils se battent comme des chiens. Ils veulent l'indépendance. Eux, ils s'entretuent. Et là, ils mettent des bombes. Ici, c'est des conflits de langue. Ici, des conflits d'appartenance. Là, des revendications régionales et identitaires. Moi, j'habite dans un pays comme ça aussi, avec 2 régions et 2 langues, les Flamands et les Wallons. Mais eux, ils se tuent pas. Ils doivent avoir un truc en Belgique. Là où le roi peut démissionner pendant 24 heures et tout le monde est content. Un pays qui reste sans gouvernement pendant 541 jours sans perdre la boule. Un pays où pour dire oui, ils disent non peut-être. Et pour dire non, oui, sûrement. Et quand on sait pas, on dit oui, mais non. Oui, mais non. Va chercher la balle. Oui. Oui, mais non. Allez, viens. Oui, mais non, c'est mon nom. Je l'aime bien, mon nom. La Marnée. Il m'appelle aussi Yamarné. Mais moi, je sais bien que ça veut dire la même chose. Maman était un demi-Jacques Russell de la mer du Nord et papa un demi-Terrier des Ardennes. Je suis une vraie Belge, moi. Une echte. Une petite Zineke, un mélange. J'ai plein de trucs dans les veines, c'est pour ça que je suis si maligne. Allez, escapade reniflade, parce que moi j'en ai marre de toujours chercher cette balle. Oui, mais non. Je préfère une fois aller chercher autre chose. Voilà, je flaire une piste. La Marnée. Une bonne piste. Oui, mais non. Le papa de la petite, il dit qu'il y a toute la Belgique dans ce nom-là. Mais non. 33 528 km² dans un seul nombre. Ça donne envie de renifler ce plat pays qui est le mien. Mais qui va pas rester plat longtemps si les nationalistes continuent à faire des vagues. La mer? Non, la grande ville, la capitale, de Hoofdstad, Bruxelles. Bruxelles, ma belle. Allez, où? Dis donc, c'est peuplé ce pays. Plus de 11 millions qu'on m'a dit qu'ils étaient à battre le pavé. Et je crois qu'ils savent pas très bien qui ils sont. Il y a les Flamands et les Wallons. Et moi qui suis les deux. Prise entre 2 feux, au point que je me demande comment je m'entends encore avec mon autre moi-même. Et surtout comment lui, mon autre moi-même, s'entend avec moi. Ça, je dois une fois trouver. On n'a pas trouvé, on n'a même pas cherché. C'est un vrai compromis à la belge, une fois de plus. Refuser le compromis, c'est la sauvagerie. Là où le compromis à la belge est mort, il y a près de 5 ans. Mesdames, messieurs, saluez le retour du compromis à la belge. Je le savais. Je suis de la race du compromis. Le mot qui sauve le pays. Noble Belgique, me voilà. Ça sent les deals politiques à pleine truffe ici. C'est un chenil, ça? Mais non, c'est le Parlement fédéral. Ici, je vais trouver un animal politique qui va éclairer ma lanterne. Ou je m'y connais plus, ou ces chaussures sentent 49 ans de tapis rouge. 49 ans que ça bat le pavé politique. Cuir tanné, semelle bilingue. Oh oh, les bouts sont bien usés par les courbettes. Tadam! Herman de Croo. Ça a été bourgmestre, 4 fois ministre, président de la Chambre, sénateur, ministre d'État. Voilà. Et un as pour faire rouler la balle. Est-ce que c'est sérieux? Un homme politique qui est élu sans interruption pendant 49 ans. Allez, Herman, comme. Toi qui parfait bilingue, dis-moi comment tu gères ton conflit intérieur. De la schizophrénie, il y a 2 moyens de sortir. Soit vous devenez fou, soit vous faites le compromis. Est-ce qu'on peut faire un compromis entre soi et soi? Nous sommes habitués à vivre les uns avec les autres et les uns avec le contraire des autres. Mais ça veut rien dire, ça c'est du blabla de politicien. Il en va de la survie fondamentale de ce petit bout de terre et des gens qui l'habitent. Vous savez, nous sommes un peu comme les mariages italiens d'antan. Il n'y avait pas de divorce possible. Et on pouvait se casser mutuellement la vaisselle qu'on avait reçue de ses parents. Et il n'y avait pas de problème. Finalement, il fallait s'entendre. Toute cette vaisselle cassée, ça a quand même coûté très cher à l'État. Oh, qu'est-ce que c'est? Tiens donc, je perçois la douce effluve d'une jolie ballerine qui sent le neuf. C'est Mie Smet, très engagée pour les droits des femmes, ministre d'État, veuve et mémoire vivante de l'ancien Premier ministre Wilfried Martens.
En Belgique, on a besoin de compromis. D'abord parce qu'on est obligé de former des gouvernements avec plusieurs partis, donc des partis francophones, des partis flamands, et toujours au moins 4 partis parce qu'on n'a aucun parti qui est assez grand. Mais je pense que c'est particulier à des pays qui n'ont pas le système majoritaire absolu. C'est ça la différence. Lui, c'est Alexander De Croo, un jeune loup libéral qui lance bien la balle. Si jeune, et déjà ministre des Pensions, et vice-premier ministre. Et là, mais enfin, dis, me mets dehors. C'est un petit de la portée d'Hermann, du bon élevage politique. Des pays comme la France, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, où il y a un système où en fait c'est le plus grand qui prend tout, on pousse toujours vers 2 partis. On pousse toujours vers la gauche et la droite. C'est comme ça dans tous les pays majoritaires. En Belgique, ce n'est pas comme ça. En Belgique, nous avons un système de proportionnalité. On a déjà eu des gouvernements à 6 ou à 7, donc on est obligé de faire des compromis, si on veut ou pas. Et si on veut pas, on tombe. Allez, je vais voir ceux des Belges qu'on oublie toujours. Nos cousins germaniques des cantons rédimés, ceux qui m'appellent Ya Odernein avec un fort accent du berger. Les Belges sont les champions en toute catégorie du compromis. La raison est très fondamentale. Elle peut même être un peu inquiétante. Alors dis-moi, est-ce que tu es un chien flamand, wallon, bruxellois ou germanophone? Ah, ne m'embrouille pas, Karl-Heinz Lamberts. À 4, c'est vraiment trop compliqué. Depuis qu'elle existe, la Belgique est traversée par les tensions entre les flamands et les francophones. C'est congénital, ça restera comme ça. Et aussi longtemps qu'existera la planète, on n'aura jamais un jour où, au matin, les Flamands se lèveront et penseront d'abord à quel des francophones ils devront donner une bise, comme on dit, et vice-versa aussi. Aujourd'hui, il y a un des 2 partenaires qui veut le divorce, l'autre pas, et l'autre continue d'ailleurs à se définir comme belge souvent, mais un des partenaires veut la fin du mariage, dirais-je. Mais c'est un peu comme dans les couples. Vous pouvez avoir un couple qui est en voie de divorce, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'autrefois, ils ne se sont pas sincèrement aimés, il y a eu un mariage d'amour. T'attends encore quelque chose? Non, peut-être. Hein? Avoir le sens du compromis, c'est aussi, je dirais, la base d'une attitude psychologique. Et qu'un compromis n'est pas une honte, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment intériorisé. Je reprends la phrase de Jacques Brel, qui dit « Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité ». C'est effectivement, en règle générale en Belgique, un profil. Et toi, ton profil à toi, Laurette, c'est quoi? Est-ce que tu sais que je suis la ministre du bien-être animal, au moins? Hein? Non, je ne savais pas. Toi, tu te sais lancer une balle, hein? Mais je sais que tu es ministre non-stop depuis 22 ans. Tu as fait tous les portefeuilles. Affaires sociales, emploi, justice, enseignement, culture, santé. Et maintenant, vice-première ministre. Tout ce que tu dois connaître, dis-toi. C'est magnifique. Tu me donnes? Et tout ça pour nous. Nous sommes assez humbles. Et donc, au niveau politique, l'humilité, qui ne doit pas être vue négativement, ça n'empêche pas l'ambition, mais cette humilité-là permet peut-être non seulement d'avoir ses propres convictions, mais d'essayer de comprendre celles de l'autre. Ah ben tiens, justement, voilà un autre. Dis, c'est quoi tes convictions à toi? Marquer ton territoire ou laisser pisser? Les Belges sont toujours conscients de la présence de l'autre. Il y a toujours l'autre. Même si on ne le voit pas, même si on ne l'entend pas dans la vie quotidienne, on sait qu'il est là. Et par exemple, dans le monde politique, où le compromis prend toute son ampleur, évidemment, on sait que dès le début, il faudra tenir compte d'un autre. Cela explique cette attitude où on accepte par principe le compromis, ce qui est paradoxal, évidemment.
parce que le compromis est un peu l'abandon de certains principes. Mais non, en Belgique, le compromis est une matière de principe. Il y a quelque chose dans la psychologie belge qui fait qu'on est conscient du fait que s'entendre avec les autres, ça peut finalement aussi vous donner quelque chose. Donc vous ne lâchez pas uniquement, vous recevez aussi. Ce serait ça le compromis à la belge? Un bon compromis à la belge, c'est un compromis où on ne voit pas qui a gagné, où tout le monde peut dire qu'il a gagné. C'est un accord qui implique des concessions mutuelles. Il faut que chacun accepte moins que ce à quoi il estime avoir droit. C'est un art de faire contre sa volonté avec l'autre. Le bon compromis réussit. Le compromis réussit. Le bon compromis, c'est le compromis où personne n'est content. Le compromis ne doit jamais être une compromission. Si la solution est trop satisfaisante pour une partie des négociateurs, c'est un mauvais compromis. Tout le monde doit sortir avec une mine mécontente. Vivre le compromis à la belge, c'est ne pas vouloir avoir raison tout seul. On fait ça comment? On cherche une solution win-win. On cherche une solution où chaque partenaire peut avoir l'impression qu'il s'en sort en ayant gagné quelque chose sans avoir perdu le tout. Nous sommes nés d'un compromis. La création de la Belgique a été un accident de l'histoire. Si on reprend l'histoire de la Belgique, la création de la Belgique, donc au milieu du 19e siècle, la Belgique n'aurait pas dû exister. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Le mouvement, à l'époque, c'était que le sud de la Belgique et Bruxelles rejoignent la France, et puis le nord, soit devienne indépendant, soit plutôt reste rattaché aux Pays-Bas. C'était ça la logique. Oh, monsieur est fin connaisseur en logique de Belgique. Et les grandes puissances de l'époque ont imposé la création de la Belgique comme État tampon. Vous avez ici la Belgique. C'est une terre extrêmement découpée, très ondulante, aux frontières capricieuses. Elle est bordée vers le haut par les Pays-Bas, à l'ouest par la mer du Nord, au sud par l'est de la France et à l'est par l'Allemagne de l'Ouest. Et on a obligé des Belges qui n'en avaient strictement aucune envie, enfin ils ne s'appelaient pas les Belges à l'époque, on a obligé donc les Wallons et les Bruxellois à vivre avec les Flamands. Moi, je m'insurge contre cette présentation parce qu'en fait, en 1830, il y a une volonté des gens du sud des Pays-Bas, appelons-les Belges, de vivre séparément et d'avoir un gouvernement particulier avec des structures politiques particulières. Aujourd'hui, certains essayent de prétendre que déjà à ce moment-là, il y avait une question de flamands et de wallons, de néerlandophones et de francophones, ce qui est complètement faux. La spécificité de la Belgique, c'est qu'ici, il n'y avait pas seulement les éléments progressistes qui étaient mécontents, mais aussi les conservateurs. Et donc, ensemble, ils ont mis les Hollandais à la porte, ils ont coupé les Pays-Bas en deux, ils ont créé la Belgique. Et dès le départ, ils n'étaient pas d'accord entre eux sur ce qu'ils devaient faire. Ils savaient ce qu'ils ne voulaient pas, les Hollandais, mais ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient mettre à la place. Ce n'était pas tellement une combinaison de germanique et de latin, mais plutôt une combinaison de cléricaux et d'anticléricaux, qu'on a appelé l'Alliance Monstre, je crois. L'Alliance Monstre, qui était unique en Europe, nulle part il y a eu des alliances de ce type-là, autour de clivages idéologiques aussi profonds que les catholiques et les libéraux. Donc à partir de là, il fallait créer un système qui puisse tenir dans le temps et qui exclut le conflit. Qui empêche un affrontement qui pourrait déboucher sur une partition du pays. Et tout le système politique belge, il a été créé autour de cela. Lorsque la Belgique se constitue en 1830, un des premiers problèmes, ça va être de savoir quel est le régime qui va être le sien. On est dans une période de retour à l'ancien régime, et donc il n'est pas question d'en faire une république. Il faut en faire une monarchie. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une monarchie constitutionnelle. Ce qui fait que le roi n'est pas roi de la Belgique, mais des Belges, et qu'il n'est pas sacré par Dieu et pour l'éternité,
mais qu'il prête serment, c'est-à-dire qu'il signe un contrat d'emploi et qu'éventuellement, s'il ne le respecte pas, il peut recevoir son préavis, ce qui est d'ailleurs arrivé avec un roi pour 24 heures. Ça, c'était vraiment un compromis pas catholique, hein, qui nous a rendus célèbres. 24 heures sans roi parce que le monarque avait des convictions religieuses personnelles. De voir un roi abdiquer pendant 24 heures pour pouvoir faire passer une loi qui est adoptée par une majorité politique au sein du pays, ça donne une vision totalement surréaliste du pays. Ça a été l'histoire d'un combat des femmes belges, mené entre autres par cette grande dame écolo aux pieds énergiques et bien posés. Magda Alvoet. Avec elle, on ne discute pas. Ministre d'État, elle a aussi présidé le groupe des Verts au Parlement européen. Le premier grand compromis politique que j'ai été amenée à faire est celui sur la réalisation de la libéralisation de l'avortement. Il y avait tout un mouvement de dépénalisation de l'arrêt de grossesse. Il y a eu des médecins en prison, il y a eu des condamnations pour avortement. Et il y avait une très très forte opposition, surtout des démocrates chrétiens néerlandophones. Donc c'est vraiment quelque chose de très tendu. À un moment donné, c'est créé une majorité alternative. Les socialistes dans la majorité ont fait avec les libéraux dans l'opposition une sorte de majorité différente qui a voté l'interruption volontaire de grossesse à un moment donné dans le parcours de celle-ci. Je n'oublierai jamais de ma vie, lors du vote final, il y a eu une photo magnifique dans le Morgen, le lendemain du vote, où on voyait vraiment le bloc des démocrates chrétiens, tous pratiquement des mecs, pour le dire ainsi, qui avaient donc voté non. Et on voyait ce rejet total. Je me souviens fort bien qu'à une visite que je faisais au roi Baudouin, rentrant dans son bureau par la terrasse, il se tourne vers moi et me dit en néerlandais, mais je vous le dis en français, je ne signerai pas. Alors qu'on n'avait pas parlé de ça du tout. Je devine tout de suite de quoi il s'agit. Je suis sorti, tout de suite, j'étais dans l'opposition à ce moment-là, téléphoné au Premier ministre en disant, écoute, Wilfried, il ne va pas signer. On savait évidemment que le roi avait des principes très rigoureux en ce qui concerne l'avortement, mais avant le 30 mars 1990, il ne m'a jamais dit ou expliqué qu'il n'allait pas signer une éventuelle loi sur l'avortement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le roi Baudouin a refusé. L'enjeu était énorme. Si tout cela devenait public avant qu'une solution avait été trouvée, le sort de la monarchie était en doute. J'avais dit au chef de l'État, tous mes respects que je vous dois, mais vous êtes un roi constitutionnel, vous n'êtes pas un président de la République à titre temporaire investi de tous les pouvoirs, vous devez obéir au pouvoir suprême qui est le Parlement. Pendant la semaine qui a suivi, quand il a rencontré aussi mes vice-premiers ministres, il a déclaré à tous, vous pouvez envoyer le pape ou le cardinal, je ne vais pas changer d'avis. D'ailleurs, si on n'avait pas trouvé une solution, il aurait abdiqué. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge. Alors on trouvait une astuce extraordinaire. Le roi s'est déclaré dans l'incapacité de régner. On le déclarait incompétent ou incapable de gérer le pays. Extraordinaire, hein? La Constitution belge prévoit, comme tout État, qu'un chef d'État peut devenir incapable de gouverner, par physique, par psychique, peu importe. Donc il a démissionné. C'était invraisemblable. Je pense qu'à l'extérieur, c'est une chose qu'on n'a pas pu comprendre. Faire indiquer un roi 24 heures qui après reprend ses fonctions, c'est tout simplement impossible. Mais le mot impossible n'est pas belge. Je veux dire que c'est un tour de passe-passe constitutionnel qui n'a pas de précédent sur la planète et qui ensuite n'a pas créé de jurisprudence. D'ailleurs, c'est un cas dans l'histoire. Mais que quelqu'un ait pu imaginer un tel tour de passe-passe, c'est juste hallucinant. Et que ça n'a dérangé personne, c'est encore plus hallucinant. Une grande majorité en Belgique était pour cette loi sur l'avortement, mais en même temps aussi une grande partie de l'opinion publique
comprenait le roi, comprenait qu'il avait un problème de conscience et trouvait qu'il pouvait laisser jouer ce problème et qu'il avait le droit de refuser de signer. Qui remplace le roi en Belgique lorsqu'il n'y a pas de roi? Pas un autre roi. Non, trop prudent. Le gouvernement au complet devient collectivement chef de l'État. Alors il y a une chose extraordinaire. La loi sur l'avortement a été publiée. Elle a été signée par qui? Par tous les ministres du gouvernement, y compris les ministres socio-chrétiens, chrétiens, catholiques, qui étaient farouchement, avec conviction contre. Le compromis consiste dans le fait que mon parti n'a pas laissé tomber le gouvernement. Et si mon parti avait dit « on n'est pas d'accord » et on sort du gouvernement, le gouvernement avait tombé. Ça, c'est le compromis. Ça a duré quelques heures. Retour de Sa Majesté le Roi, dont l'incapacité de conscience avait ainsi pris fin, et c'est passé presque comme une lettre à la poste. Et d'ailleurs, dès le lendemain de la reprise de fonction du roi, c'était business as usual. Bon, oui, le roi a abdiqué pendant 24 heures, and so what? Est-ce que vous avez vu des grandes manifs dans le pays? Est-ce que vous avez vu des gens protester contre un tel tour de passe-passe constitutionnel? Non, il ne s'est rien passé. Oui, c'est parfois borderline. Les compromis se font parfois à la limite de la légalité, mais tant qu'on c'est accepté par tout le monde, on le fait. Ça, c'est fort pour un pays dont le Parlement est situé rue de la Loi. Et c'est assez extraordinaire que même le compromis, que les gens disent compromis, compromission, concession, que sais-je, est devenu non pas une insulte chez nous, mais presque un point d'honneur. Ici, tout le monde se tient par la barbichette. La Belgique est le seul pays, peut-être avec la Corée du Nord, je suis très méchant, où il n'y a pas d'opposition politique. Il n'y a pas d'opposition. Pourquoi? Parce que tout le monde est au pouvoir en Belgique. Le Parti socialiste est obligé de gouverner avec des libéraux, avec des verts, avec des chrétiens démocrates, avec des indépendantistes flamands, etc. Et quand ils ne sont pas au pouvoir tous ensemble au niveau fédéral, ils sont au pouvoir au niveau régional. Les États fédérés, donc, qui ont beaucoup de pouvoir. Et sans parler des communes, qui sont là, carrément, tous les pouvoirs sont aux communes. Pour ça, ici, tout le monde va être bourgmestre. Donc, c'est je te donne, tu me donnes, je te tiens par la barbichette, et ainsi de suite. Donc, comme il n'y a pas d'opposition frontale possible, parce que si vous vous opposez frontalement, on va vous tirer le tapis sous le pied à un autre niveau, hyper dangereux. Dans ma commune, où j'étais maire, je peux être en coalition avec des amis socialistes qui sont mes adversaires au niveau de la province, que je retrouve comme collègues au niveau du gouvernement, qui sont adversaires dans un gouvernement régional, et il en va tout le temps comme cela. Donc, vous n'avez jamais l'unicité de pensée. Vous n'êtes jamais le président de la République monarchique à la française. Ce qui est sûr, c'est que les Belges ont peu de sentiments nationaux. Le drapeau, par exemple, qui fait l'objet d'un culte dans beaucoup de pays, il sort en Belgique lors des matchs, mais en temps ordinaire, il est plutôt galvaudé, je dirais, et notamment par quelque chose d'étrange, c'est que les bons torchons, ce que nos amis français appellent la serpillière, de bonne qualité, ont forcément le drapeau national sur le bord. Ce qui fait que des centaines d'habitants ici essuient leurs pieds sur le drapeau national, ce qui, dans d'autres pays, vous vaudrait la prison. Mais souvenons-nous d'un Premier ministre, Monsieur Le Terme, qui, au lieu d'entonner la Brabançonne, entonne la Marseillaise. Et la Brabançonne, vous la connaissez? Un peu, oui. Allez-y. Allons, enfants de la patrie, le jour de Marais. C'est vraiment la Brabançonne, ça? Pardon? La Brabançonne, c'est vraiment ça? Je sais pas. On peut mal imaginer que Obama se trompe d'hymne national et chante l'hymne national canadien, ou que François Hollande entonne l'hymne italien. Mais en Belgique, c'est possible que le Premier ministre se trompe et entame la Marseillaise au lieu de la Brabançonne. Bâtard, tu es... Tu l'étais, tu le restes. Cette absence de nationalisme, c'est aussi un éloge de la bâtardise.
Pensons à nos réjouissances bruxelloises qui s'appellent la Zineke-parade. Qui est une sorte de grand cortège festif auquel on fait participer, en fait, tout le monde, et d'abord les gens qui ont le moins facile à avoir accès à la vie culturelle. C'est génial de savoir que cette ville est capable de créer un folklore nouveau qui correspond à sa multiculturalité d'aujourd'hui. Et ça aussi, c'est le compromis, c'est vivre la complexité. Il ne faut pas soustraire, il faut additionner. Quand on regarde les conflits ethniques dans le monde sur les 2 derniers siècles, la Belgique en sort extrêmement grandie parce qu'elle a su négocier une multi-ethnicité de manière extrêmement pacifique. C'est un Zineke de quoi? C'est un Zineke van wat? Zineke perspicace, mais ça ne se demande pas. Je te demande, moi, ton ADN? Alors le Zineke, c'est un petit chien qui est un mélange entre un lévrier afghan et un cocker, enfin entre n'importe quelle race très diverse. Eh bien, le bâtard, c'est quelque chose d'injurieux dans beaucoup de langues, dans beaucoup de pays. Ici, à Bruxelles, la bâtardise est considérée comme quelque chose de positif. Et le Zineke se considère, c'est son auto-stéréotype, comme un petit chien, peut-être pas très réussi, mélange de diverses races, mais un petit chien débrouillard, en tout cas. Et me voilà sur la ligne de démarcation, la frontière linguistique, un mur invisible de 240 km d'ouest en est. Et ça zigue, et ça zague, comme ça depuis 1963, pour séparer le pays en 2. Franchement, ça sent pareil, d'un côté et de l'autre. Hein. Elle veut dire quoi, cette frontière? Qui a voulu ça? Les gens ou leur chef? Ici, totalement wallonne, et là, helemaal Vlaams. Un peu tiraillé quand même. Quel déchirement! De ce côté, je dois aboyer en français, et ici, je dois aboyer en flamand. C'est pas un peu con, ça? Pour moi, un des compromis qui est revenu d'ailleurs dans différentes variantes dans l'histoire de Belgique, qui est très, très important, c'est le principe de territorialité linguistique, donc la reconnaissance de la primauté d'une langue pour les différentes régions du pays, enfin principalement pour la Flandre et pour la Wallonie. Alors, ça a été mis en place seulement dans les années 30, donc 100 ans après l'indépendance de la Belgique, après la création du Royaume de Belgique. Et c'était un compromis entre, d'une part, les francophones qui étaient habitués au fait que la Flandre fonctionnait de manière bilingue et la Wallonie de manière unilingue francophone, et puis les Flamands qui ont dit, écoutez, ça c'est inacceptable, cette asymétrie. Et donc le compromis qui a été adopté, ça a été l'unilinguisme territorial sur plus de 90% du territoire, donc avec quelques exceptions comme Bruxelles et Louvain, qui ont du reste été alors les sources des problèmes ultérieurs. La seule grande question, c'est de savoir à combien on joue dans cette pièce. Parce que les Flamands, très fondamentalement, veulent une Belgique à 2, la Flandre et la Wallonie. Les Wallons voient ça autrement. Ils voient une Belgique à 3, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Et puis, comme si ça ne suffisait déjà pas, il y a encore la minorité germanophone à l'est de la Belgique. Ils disent, mais nous existons aussi. Et c'est pour cela que nous avons, comme germanophones, un jour inventé une formule très belge, 2, donc la version flamande de la Belgique, plus 3, la version wallonne, ça fait 4, la version germanophone. Il est fort en arithmétique. Parfois, je me dis que ce conflit linguistique, c'est juste une formule magique qui sert nos hommes politiques et leur donne du mordant. Alors, jamais personne ne vous avoue qu'il y a une part de racisme dans les contacts entre flamands et francophones. Et pourtant, si on prend les critères habituels du racisme, c'est-à-dire généraliser à tout le groupe des défauts ou des qualités qu'on a trouvés chez quelques individus, mépriser l'autre groupe, ne pas avoir d'intérêt pour ce qu'il fait, essayer de les expulser, etc., etc., eh bien, on voit que ces différents critères, en fait, ils sont à l'œuvre dans les relations entre flamands et francophones.
Par exemple, lorsqu'il y a eu les événements de Louvain en 1968 qui ont fini par donner la scission de l'université, les étudiants flamands manifestaient avec Walen buiten. S'ils avaient manifesté avec un calicot disant les Juifs dehors, ou les Arabes dehors, ou les Noirs dehors, le monde entier nous aurait stigmatisés en disant c'est scandaleux, quel racisme, c'est pire que l'Afrique du Sud, etc. Mais là, c'était les Wallons dehors. Et donc, ça semblait une aimable plaisanterie interne. Louvain, dans les années 60, c'est une ville où il y a une université, de loin la plus grande université du pays, qui fonctionne de manière bilingue, pas depuis tellement longtemps. L'université avait été fondée au XVe siècle, fonctionnait en latin, puis il y a eu un passage graduel au français, et ce n'est que dans les années 30 qu'on s'est mis à enseigner également en néerlandais dans cette ville flamande. Et l'université était trop importante pour la petite ville de Louvain, 30 000 étudiants... Pour à cette époque-là, 30 000 habitants, c'était un peu... À ce moment-là, a émergé la revendication de déplacement de l'ensemble de l'université francophone au-delà de la frontière linguistique. Mais pour moi, c'était surtout une question de nouveau d'une élite francophone, dans une ville essentiellement flamande, qui se comportait comme un territoire conquis. Moi, je n'ai absolument rien contre les gens qui parlent français, mais j'ai bien quelque chose contre les gens qui parlent français et qui en plus estiment du fait qu'ils parlent français qui sont supérieurs aux autres. Il faut le situer dans le cadre de la fameuse frontière linguistique qu'on a toujours eu du mal à accepter du côté francophone. Et donc prendre du terrain parce qu'on s'est installé en Flandre et qu'ensuite cette partie-là de la Flandre se transforme en territoire francophone, c'était considéré comme quelque chose de tout à fait normal. C'était pas vécu de cette façon-là du côté flamand. Et ça provoquait un mouvement assez violent, oui. Ça a mené à des affrontements violents, pas entre les étudiants francophones qui s'en fichaient plutôt et les étudiants flamands, mais entre les étudiants flamands, nationalistes, et les forces de police qui alors essayaient de protéger les facultés francophones contre les pavés qui étaient lancés par les étudiants flamands. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour résoudre cette tension extrêmement vive? C'est qu'on a fait un compromis à la belge, où on a dit, bon, l'université francophone partira, mais alors, comme dans beaucoup de compromis, on fait intervenir une autre dimension que simplement transfert, c'est la compensation financière. L'État fédéral a financé alors l'installation d'un vaste terrain sur la commune d'Ottigny, donc où est maintenant situé Louvain-la-Neuve, et donc 40 ans plus tard, nous avons célébré ensemble le déménagement, donc l'université de Leuven et celle de Louvain-la-Neuve, en se rendant compte que ça avait été une excellente opération de part et d'autre. Et puis on a vu, chose extraordinaire, les deux universités se remettent à collaborer comme d'autres. Donc c'est assez étonnant, c'est presque comme les ménages qui divorcent 3 fois et réépousent la même dont ils furent déposés et divorcés quelques années auparavant. Il est drôle, lui. Il ramène ça à une éternelle crise de couple. Alors l'enjeu, ça serait Bruxelles, ma belle. Cette ville que l'un et l'autre voudraient posséder. Le plus bel exemple de compromis à la belge, c'est le statut de la région Bruxelles-Capitale. Il est jusqu'à ce jour d'ailleurs inégalé. C'est vraiment la Formule 1 d'un compromis à la belge. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose qui est unique au monde. Dans tous les États fédéraux du monde, nous avons un seul type d'entité fédérée. Les cantons en Suisse, les Länder en Allemagne et en Autriche, les provinces au Canada. Mais en Belgique, on a créé 2 types d'entités fédérées. Les communautés et les régions. Donc le système de fédéralisation à la belge, c'est qu'on a créé 3 régions et 2 communautés. Enfin, 3 communautés, parce qu'il y a aussi une petite communauté de langue allemande. Mais sinon, le reste du pays est coupé en 2. Il y a une partie qui parle le néerlandais, une partie qui parle le français, et Bruxelles qui fait partie des 2. Nous avons attendu des années, mais des années, pour que Bruxelles soit reconnue comme une région à part entière, à côté de la Wallonie et de la Flandre.
Nous étions une espèce de croupion, comme ça, de territoire croupion, qui errait d'une manière avec des compétences qui n'étaient pas claires, des moyens financiers qui n'étaient pas clairs. On considère que Bruxelles est une entité à part entière, à côté de la Flandre et de la Wallonie. Et ainsi, on a donné raison aux deux, mais on a évidemment mis en place quelque chose d'extrêmement compliqué. Il n'y a pas un Belge et pas un Européen qui comprenne quelque chose à ces architectures institutionnelles. Et en plus, ça coûte cher ces compromis. Toutes les institutions en double, les ministères en triple, les gouvernements en quadruple. Mais c'est le prix à payer pour que la balle continue à rouler. Si on va plus loin dans le détail, on verra même qu'au sein de Bruxelles, on a encore rendu les choses plus compliquées parce qu'on a prévu des systèmes particuliers pour donner des droits spécifiques à la minorité flamande ici à Bruxelles. De donner l'égalité politique à une minorité de 6 ou 7% par rapport à une majorité de 84 ou 85%, c'est une invention institutionnelle très belge. Là, c'est vrai que c'est un compromis. J'ai tout compris. Pour la paix des ménages, ils ont réinventé le calcul mental. 85% de francophones, 7% de néerlandophones. Et ils comptent même pas les étrangers. Et ça fait 50-50. C'est QFD. Donc la minorité flamande est formidablement protégée. Et il y a des congrès de juristes européens qui sont venus à Bruxelles et qui en sont sortis absolument éblouis de ce qu'ils ont trouvé en ce qui concerne la protection des minorités. Ce modèle peut être un bel exemple pour d'autres situations comparables. Effectivement, de temps en temps, des experts belges sont appelés à la rescousse en Bosnie-Herzégovine ou en Israël-Palestine. Alors, Israël-Palestine, on pourrait dire, d'un côté, c'est vraiment analogue à la Belgique, parce que c'est environ 11 millions d'habitants, c'est un rapport environ 60-40% entre les deux populations, qui diffèrent bien sûr par leur langue. En plus, un point central dans le conflit, c'est qui peut s'approprier la capitale, Jérusalem, et quelles sont exactement les limites de cette capitale. Donc il y a une série d'analogies directes. Imaginez un système à la belge. Pour le cas de Jérusalem, pourrait être une belle source d'inspiration, mais à une condition, évidemment, c'est qu'on laisse ces Kalachnikov à la maison. D'ailleurs, ce qui est fascinant dans l'histoire de la Belgique, et ça c'est un point positif pour le compromis, c'est qu'il n'y a jamais eu d'affrontement violent en Belgique. Jamais. Or, les oppositions sont extrêmement violentes en réalité. Les incompréhensions sont extrêmement violentes, équivalentes à celles qui existent en Bosnie-Herzégovine entre les Serbes et les musulmans. Par exemple, alors que dans d'autres pays, la relation entre deux communautés donnerait lieu à des affrontements, nous, on a le bon sens de dire à quoi ça mène. Essayons plutôt d'arriver à un compromis dès le départ, puisqu'on sait qu'à la fin, ce sera quand même un compromis. Le compromis à la belge, c'est simple, c'est ne déplaire à personne. C'est ne trancher aucun conflit et c'est renvoyer le conflit à plus tard, en espérant que le conflit ne va pas éclater pendant qu'on est aux affaires. Quelle arrogance! On voit bien que monsieur n'est pas un Belge. C'est ça, le compromis à la belge. Donc c'est déplacer le problème dans le temps. Le compromis à la belge, c'est pas de la procrastination, c'est-à-dire remettre aux générations futures les problèmes qu'on n'a pas résolus maintenant. Ça, je pense pas. C'est essayer de trouver des solutions, mais une solution un jour n'est plus la solution de demain. Parfois, on entend que les accords à la belge sont un peu légers, sont un peu faciles. Parfois, on entend aussi que c'est un report d'un problème dans le futur. Mais en attendant, le problème, au moment où il se pose, est résolu. Jean-Luc Dehaene, le Premier ministre, avait cette phrase extraordinaire « Tant qu'un problème ne se pose pas, il n'existe pas ». On nommait Dehaene dans le temps plombier, mais je crois que chaque compromis a une sorte de plombage. C'est presque impossible de le faire autrement parce qu'un compromis est toujours temporaire. Les institutions belges, c'est quand même un peu de la plomberie de pointe, on pourrait dire. C'est pas par hasard qu'on a appelé Jean-Luc Dehaene le plombier, donc parce qu'on l'appelait toujours à la rescousse pour trouver de nouveaux compromis, pour arrêter les fuites qu'il y avait ici ou là, pour mettre encore un peu de plus de tuyaux. Chaque Premier ministre a un peu sa technique de négociation aussi.
chacun est très différent. Et moi, j'ai déjà travaillé avec plusieurs premiers ministres. Ils ne se ressemblent aucun. Certains sont plus notaires, en attendant que finalement le fruit tombe des branches. Et d'autres, au contraire, sont très intervenants. Il y a la stratégie de la séduction et du confort. Stratégie Verhofstadt. On va bien manger aussi, on va boire un bon vin italien. Guy Verhofstadt, par exemple, faisait de la cuisine italienne pour essayer de créer une ambiance qui lui permette à un moment aussi de trouver le point de compromis, le point de décision. Maria, la cuisinière, va vous servir ceci, cela, et essayer de jouer sur la convivialité entre les personnes. D'autres, c'est des petits sandwichs mauvais qui font que les collègues en ont marre de manger ça, voire n'ont même plus rien à manger. Il est tard dans la nuit et on force parfois le compromis comme ça. Vous vous retrouvez avec des chefs d'État de gouvernement qui ne prennent pas de douche pendant 48 heures, qui sont épuisés, à qui on donne des sandwichs absolument répugnants. Je me souviens d'une négociation comme ça, il était 11h du soir, et voilà mon patron qui téléphone au Premier ministre et qui lui dit « Moi j'ai faim, je vais ramener des frites ». On arrive à la friterie, et là, le ministre des Affaires étrangères retéléphone au Premier ministre et lui dit « Tiens, demande un peu aux différents vice-premiers ce qu'ils veulent comme sauce. » Et donc, il est arrivé après en salle du Conseil des ministres avec ses paquets de frites, avec la sauce que chacun avait demandé, avec des fricadelles, avec une série de choses comme ça, qui fait qu'en fait, ils sont tous partis dans un grand fou rire. Ça a complètement détendu la négociation. Et une heure et demie plus tard, tout était bouclé. Normalement, on devrait conclure ce soir, oui. Il y a la stratégie du manque de sommeil. On réunit tout le monde au finish, on dormira pas et on sortira pas de cet endroit sans qu'il y ait un compromis. Vous savez qu'on a déjà négocié pendant, je sais pas, 36, 40 heures d'affilée. Je ne prends rien pour rester éveillé. De temps en temps, lors des négociations, on a fait venir des boissons énergisantes. À minuit, on se dit, tiens, on va y arriver, ben on continue. Si à minuit, on dirait, on va y arriver, mais on va tous rentrer à la maison, on recommence demain, ça ne marche pas. Parce que tout le monde rentrera, parlera à ses collègues, parlera à son président de parti, qui dira, oui, mais bon, peut-être que tu peux faire ça, peut-être que tu peux faire ça. Le moment que tu reprends le matin, c'est fini. Un des ingrédients importants du compromis à la belge, c'est aussi le secret. Il faut se mettre avec quelques élites politiques, préférablement quelque part loin de tout le monde, dans un château, pour discuter ensemble. En 2007, on est à nouveau allé s'isoler dans le fameux château de Val-Duchesse, où on avait déjà trouvé des compromis linguistiques, notamment dans les années 1960. Mais entre-temps, il y a bien sûr les nouveaux moyens de communication, les nouveaux médias, il y a les smartphones, il y a les SMS. Et donc, on n'était plus vraiment isolé. Le château de Val-Duchesse était devenu une vraie passoire. Qu'en est-il du climat entre les acteurs? Est-ce que les choses se passent bien? Disons que nous vivons dans une période de changement climatique. Il y a de la théâtralisation. Des ultimatums ne servent à rien. Ça, à la limite, je m'en fous. Ça peut entraîner des blocages, ça peut entraîner des crises de colère d'autres, parfois des colères très feintes. Il y avait ils sont tous capables de grandes colères, ces hommes-là. C'est assez intéressant à voir. J'ai assisté à des colères de, je crois, tous les vice-premiers ministres à un moment ou un autre, avec des claquements de porte. Moi, j'ai un tempérament un peu fort, donc il m'arrive effectivement de m'énerver ou de monter dans les tours. Donc, dramaturgie et puis soulagement, tout le monde est content, il y a un accord. Généralement, ça apparaît tard le soir ou alors parfois juste avant le journal télévisé pour dire il y a un accord. Tout le monde dit il y a un accord. Il y a un accord. L'opposition n'a éventuellement pas le temps de réagir et c'est parti. La communication alors peut se remettre en place. Parfois, on a l'impression à l'extérieur qu'ils dramatisent, comme si c'était inscrit sur un scénario d'une pièce de théâtre. À tel moment, il faut dramatiser. Mais non, évidemment. Tout est naturel. On essaye de trouver une solution. Ça ne marche pas. On s'énerve. Ou alors, on prend un autre chemin pour arriver à un compromis. Il y a des nouvelles idées. Ce que moi j'adore dans la négociation, c'est qu'elle nous oblige à être des créateurs. À savoir, mettre sur la table une idée tout à fait nouvelle, à laquelle peut-être personne ne pensait, et qui va permettre de trouver la solution. À la fin d'une longue nuit de débat et de négociations, on arrive avec une solution. Et tous ceux qui lisent cette solution sont perplexes. C'est tellement compliqué que personne ne comprend vraiment. Mais personne non plus devra avouer qu'il a perdu. Tout le monde pourra dire à sa façon qu'il a eu raison. Alors les choses se calment. Et on doit mettre alors ce compromis en œuvre. Alors c'est ça le grand moment, le test final
le stress test d'un compromis à la belge, c'est qu'il doit fonctionner. Et si quelque chose qui a été négocié d'une manière assez émouvante, qui est compliqué et qui fonctionne dans la réalité, alors vous avez un vrai compromis à la belge. Ça fonctionne, mais pas toujours. Ils sont restés plus d'1 an sans gouvernement. Il y en a qui ont dit « c'est la fin du compromis, mort à la Belgique ». Je l'ai vu, je suis même allée chez le Premier ministre. Eh bien, croyez-moi, ça a aboyé ferme. Pendant 40 ans, on a essayé de trouver des solutions pour ce problème qu'on appelle en Belgique Bruxelles-Halle-Vilvoorde. C'est la liaison entre Bruxelles et les communes avoisinantes qui sont situées sur le territoire de la Flandre. On ne peut pas dire que c'est un grand problème qui change la face du monde, pas du tout. Mais c'était devenu le cactus belge qui était dans notre poche et qui nous empêchait de faire quoi que ce soit. Quand il y a une dynamique de compromis, c'est un peu une boule qui commence à rouler. Le problème, c'était qu'entre 2007 et 2010, la boule ne roulait pas. C'était bloqué. Alors, à la fin, le jeune Louis en a marre. Il jette la boule et on va la chercher pendant 541 jours. Le gouvernement tombe, on se dit « ça y est ». On l'imaginait que ça pouvait arriver, mais ça arrive maintenant et ça va être le bazar. Il y a eu la manœuvre d'Alexandre de Croo de retirer la prise, comme on dit en flamand, ça s'appelle de stekker uittrekken, ce qui veut dire couper le courant de façon brusque, un peu irréfléchie à mon avis, parce que une fois ce geste fait, c'était la débandade. Hein. On est un pays de fous pour ça. Il y a des problèmes économiques et sociaux terribles et on a un parti qui joue un jeu irresponsable et qui met la stabilité du pays, la situation des francophones, des flamands de ce pays en cause. Het gaat over het vertrouwen in België. Dat is gebeurd en dat is uw fout. Panique dans les rédactions, il va y avoir des élections anticipées. Donc, un peu après les élections en 2010, constat, du côté francophone, le PS a un excellent résultat. Par contre, en Flandre, coup de tonnerre, l'N-VA, le Parti nationaliste, avec Bart de Wever à sa tête, devient le premier parti flamand, le premier parti aussi du pays. La N-VA, ce nouveau grand parti nationaliste, lui, veut en finir avec ce travail de dialogue et de compromis. Alors, on passe du « je ne t'aime plus » à « je ne te connais plus ». Et moi non plus. C'est triste. Si on dit, la Belgique, nous sommes des séparatistes et on veut une république flamande, si on dit ça, alors ça devient difficile d'entrer dans un gouvernement qui ne prévoit pas ça. Parce qu'on a pris une position tellement extrémiste et en sachant que les autres partis ne veulent pas ça et l'autre partie du pays ne le veut pas, c'est impossible de trouver un compromis sur ça. La crise dure et dans les rédactions, on passe par des moments d'agitation extrême avec la désignation d'un nouveau clarificateur, informateur, préformateur, médiateur. Heure, et même les gens disaient un Bart de Wever, on va désigner, tout le monde rigole avec ça. Alors, en dernier recours, le roi demande à l'homme au nœud papillon d'essayer encore. Elio Di Rupo, un petit immigré italien, le président du PS, très investi. Il finira premier. Oser un compromis comme si c'était la mission de la dernière chance. Quel poseur. Mais pour négocier avec les Flamands, il doit d'abord étudier la langue de l'autre. Ik naam deel met die deelnaam met onderhandelingen met Verhofstadt en daarna met meneer De Haan. Jamais la N-VA, donc les nationalistes flamands, ne gouverneront avec les socialistes francophones. Ça n'arrivera pas. Ik dacht na eerste gehoor dat we minstens een ja maar zouden kunnen uitspreken, maar helaas. Il faut sauver le pays. On voit que ce n'est pas possible avec la N-VA. C'est là qu'on se dit comment on va faire. Puisqu'on constate que les autres partis flamands n'ont pas envie de venir autour de la table de négociation.
Et on peut le comprendre. Ils nous disent, en Flandre, l'N-VA, ce parti nationaliste, est devenu le plus grand des partis, et vous nous demandez de les laisser dans l'opposition, et nous qui avons perdu, de venir autour de la table. Imaginez en plus la difficulté d'une négociation qui se fait sur base d'une crise institutionnelle et d'une crise économique profonde, avec des partis aussi dissemblables que les socialistes et les libéraux du Nord. Pour vous donner cet exemple, c'est vraiment le Nord et le Sud. La négociation n'a pas été simple. Elio a été plusieurs fois chez le roi, Elio Di Rupo, pour présenter sa démission. Donc c'est vous dire si à certains moments c'était tendu. En même temps, nous savions tous autour de la table que nous n'avions pas le choix. Si nous n'obtenions pas un accord, c'était une crise de la Belgique en tant que pays. Est-ce qu'elle allait encore pouvoir être inscrite vraiment sur la carte du monde comme pays? On ne sait rien faire. Hein. Ils ont qu'à se décider. Hein. Nous autres, on suit le mouvement. On devrait peut-être pas, on devrait peut-être se révolter. Mais je crois pas que les Belges sont prêts à ça. Vers le 21 juillet, le roi en a assez de tout ça, perd son calme et son flegme, et puis fait ce discours à l'occasion de la fête nationale en frappant du poing et en disant « il est temps maintenant », et on voit bien que ce n'est pas de la rigolade. Il est évident que chaque parti devra faire des concessions. Chacun aura donc l'obligation de prendre ses responsabilités. Le moment est venu où le vrai courage consiste à chercher fermement le compromis qui rassemble et non à exacerber les oppositions. Mais je me souviens de scènes poignantes, notamment le 21 juillet. On sentait vraiment presque une peur des leaders des partis flamands face à cette responsabilité. Comme parti qui avait perdu les élections, les voilà qui doivent accepter la responsabilité d'une négociation et donc d'un compromis. C'est cela que tous nos concitoyens attendent. Donc il a fallu, de la part d'Elio, tout le monde lui a reconnu une patience. Il a pris son bâton de pèlerin, il a été voir un parti puis l'autre. Il avait cette forme de conviction qu'on arriverait à quelque chose. Et si Di Rupo n'avait pas pensé comme ça, il se serait flingué tout de suite, il n'aurait pas tenu le coup et il n'aurait jamais pu résoudre cette crise. Normalement, on devrait conclure ce soir, oui. Ce qui est la fin du tunnel, comme on dit. Ah, voilà, trouvé. Allez, après 541 jours de crise, le gouvernement Papillon, du nom du nœud de son maître, sort finalement de sa chrysalide. Et comment on a fait pour sortir de la crise? Comment les Belges ont-ils fait? Tout simplement en mettant en place un gouvernement minoritaire en Flandre. C'est quelque chose de fou, d'intenable à long terme. Pourquoi? Parce que la Flandre, c'est 60% de la population belge et les francophones, 40%. Et au nord, donc, vous avez le parti majoritaire, le parti qui a gagné les élections, qui est exclu du gouvernement fédéral. Il est à la région. Toujours compliqué en Belgique. Donc il est exclu du gouvernement fédéral. Donc vous avez un gouvernement qui ne représente pas la majorité des électeurs, de la part majoritaire de la population. Et je crois que le fait que les 540 jours finalement se sont terminés par un compromis bancal et à remettre sur l'ouvrage, cette année en particulier, en 2014, avec les élections, est finalement un signe de bonne santé malgré tout. Et la grande force de l'État fédéral, c'est quand même ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'il a pu continuer de vivre.
Il y a une forme d'aveuglement volontaire des francophones de se dire que la Belgique, c'est quelque chose qui ne s'éteindra jamais, qui évoluera au fur et à mesure, mais qui restera toujours un État fédéral. Du côté néerlandophone, cet aveuglement est moindre, puisque beaucoup disent tout haut, ben voilà, on n'a pas d'attachement sentimental à cet État, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors tout dépendra de l'efficacité du fonctionnement du pays. Est-ce qu'on a encore besoin du compromis? Est-ce que les jeunes politiciens vont encore savoir en faire? Ben oui, on a besoin du compromis puisqu'on ne peut pas divorcer. Nous avons un patrimoine en commun, que diable? La capitale? Qu'est-ce qu'on va faire de Bruxelles si on se sépare? Qui va la prendre? On donne un droit de visite? On fait une garde alternée? Est-ce qu'on va pouvoir survivre financièrement l'un sans l'autre? Moi, je conclus que le bénéfice à rester ensemble est plus grand que toutes les concessions liées au compromis. Ça, moi, je dis. Je crains qu'un jour, le pays cesse d'exister, c'est-à-dire que chacun retrouve son indépendance dans le cadre d'une Europe qui offrirait une espèce de chapiteau protecteur. En même temps, je ne le souhaite pas, parce que un divorce à la belge, ça serait un extrêmement mauvais signal pour l'ensemble des Européens. Ça voudrait dire qu'on ne peut vraiment pas cohabiter dans le même espace politique, que les Flamands et les francophones n'arrivent pas à cohabiter ensemble. Comment vous voulez faire cohabiter, dans ce cas-là, des Portugais et des Lituaniens? Ce serait un terrible échec, si la Belgique éclatait, de cohabitation, et ce serait une victoire terrible du chacun pour soi. Ça voudrait dire qu'on n'arrive plus à avoir une vision de l'intérêt général au-delà de ma communauté, mais ça peut devenir à ce moment-là mon village, et après mon village, ton village n'est pas le bienvenu et je ne payerai pas l'eau pour toi. On peut aller loin comme ça. Mon voisin, on s'arrête tout. Donc ce serait un vrai échec du vivre ensemble et finalement de l'humanisme, puisque l'être humain est quand même une famille en soi. Je suis contente d'être une Zineke belge, d'appartenir à ce peuple de bâtards européens qui a tout compris. En politique, puisqu'on va de toute façon terminer par un compromis, autant commencer tout de suite avec le compromis. Il fallait y penser et ils l'ont fait. Vive België, vive la Belgique! Quand on dit oui... Ah oui. Mais non. Ja, maar nee, hein. Ja. Non, peut-être. Oui, mais non. Et quand on dit non... Oui. Oui, mais non. Oui et non. Oui. Nee. Ja. Oui, mais non. Oui, sans doute. Ja, maar. Maar nee ook, hè. Ja oder nein? Ja. Oui, sans doute. Oui, mais non. Oui, mais non, ou non peut-être? Mais non, évidemment. Oui, mais non, ja, maar nee. Ja, maar nee. Oui. Non, peut-être. Mais oui. Nee, misschien. Mais non. Ja, zeker. Mais non. Ja.